la deuxième partie de notre semaine dans le monde, avec cette semaine Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, avec Jean-Pierre Perrin qui est grand reporter à Libération, avec Marc Cravette qui est grand reporter à France Culture. Grand reporter, oui, mais plus France Culture. Bon, vous étiez à France Culture et vous êtes toujours grand reporter, pardonnez-moi, et avec Éric Brunet qui est polémiste à RMC, donc Carrément Brunet, et également sur BFM TV. On va parler un peu de l'Iran, rapidement, on va parler donc de l'Iran, on va parler également du Sénégal et si on a le temps de la campagne présidentielle en France. Les Iraniens qui votent, vous le savez aujourd'hui, pour des élections législatives, un scrutin boycotté par l'opposition. Alors Marc Cravette, je me tourne tout de suite vers vous. Vous avez reçu un prix Albert Londres pour avoir couvert la révolution iranienne. L'Iran, c'est un pays que vous connaissez bien. Quel est aujourd'hui l'enjeu de ce scrutin, alors que c'est un scrutin qui est boycotté par l'opposition ? Enfin, il y a un énorme enjeu, il n'y a aucun enjeu, on peut à peu près établir les deux. Le gros enjeu, c'est l'enjeu des dirigeants de l'Iran, plus ou moins divisés en effet en ce moment, entre le guide suprême de la révolution et le président, donc Ali Khamenei et le président Ahmadinejad. Mais l'enjeu... c'est en gros les forces dominantes, politiquement dominantes de l'Iran qui seules mènent ce scrutin. L'enjeu, ils n'arrêtent pas d'ailleurs de le répéter, c'est la participation au vote. Donc ça s'appelle un référendum ou un plébiscite qui sera intéressant à observer malgré tout pour ce qu'on pourra en apprendre. 3 ans après les élections très contestées d'Ahmadinejad. Alors justement, Jean-Pierre Perrin, est-ce qu'on peut espérer que le mouvement vert, donc ce mouvement de contestation, puisse reprendre un nouveau souffle à l'issue de ces élections? Non, parce que l'opposition n'y participe pas? Oui, l'opposition n'y participe pas. Le mouvement a quand même été écrasé dans la violence. Il peine à se redresser. En plus, on est dans une opposition assez particulière quand même. Cette opposition, elle est contre le régime. Mais en même temps, elle n'est pas contre le système, donc ou alors elle est avec des nuances. Donc on n'est pas dans une opposition comme l'opposition syrienne. Là, il y a des passerelles. Et puis, si vous regardez par exemple cette élection, elle est extrêmement compliquée parce que les candidats appartiennent à plusieurs partis. Alors ils changent de camp, on les trouve ici, ils sont là. Donc on ne peut pas lire les résultats demain, après-demain, après-demain. On ne pourra pas lire les résultats. On ne saura pas quel camp l'a emporté sur l'autre, tout simplement parce que c'est le méli-mélo. Et donc il faudra attendre une petite semaine, 15 jours pour voir où on se situe les clivages, etc. Donc c'est un scrutin extraordinaire parce que finalement il pourrait y avoir des enjeux. Il y a une crise économique qui est effroyable. Il y a une situation de détresse morale. Le pays quand même va globalement mal. Il y a les menaces israéliennes. Il y a tout ça. Et les élections font fi de tout ça. Ça c'est pas le but de l'élection. On vote pour élire des gens, mais ma foi, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, c'est simplement une lutte entre factions. Les factions se divisent et veulent se partager le pouvoir en prendre un morceau en plus. Peut-être quand même pour le président Ahmadinejad, qui termine son mandat dans un an et qui est en lutte avec le guide suprême Ali Khamenei. Donc on verra quelle faction va gagner à l'issue peut-être de cette élection. Il ne pourra plus se représenter. L'intérêt, c'est de se savoir qui va lui succéder. Est-ce que c'est l'un de ses poulains? Et est-ce qu'il gardera son influence? L'un de ses poulains, auquel cas les élections le prépareraient un petit peu, lui donneraient une certaine assise s'il les remporte, ou sinon, On va parler du Sénégal. Il a perdu donc son pari, Abdoulaye Wade. Il y aura bien un second tour. Le président sortant affrontera son ancien Premier ministre, Macky Sall. Je vous propose de voir les résultats du premier tour. 35% donc pour Abdoulaye Wade contre 26% pour Macky Sall. Le taux de participation, 50%, aux alentours de 50%. Ziad Limam, on peut dire que c'est un coup dur quand même pour Abdoulaye Wade. Est-ce qu'il a encore ses chances, le président sortant, pour le second tour? Parce que maintenant, on pense au second tour. Tant qu'il y a un second tour... il y a des chances. Sinon, même Nicolas Sarkozy serait parti en retrait déjà. Non, oui, mais c'est très compliqué. Il y a quand même une contestation très forte. Je pense qu'il faut quand même souligner que, compte tenu de la dureté de la campagne et compte tenu du fait que la candidature d'Abdoulaye Wade était une candidature compliquée, qui constitutionnellement posait un certain nombre de problèmes, etc., il y a eu un vote très clair qui s'est bien passé. Il n'y a pas eu de casse. Il y a eu des résultats qui ont été acceptés. Il y a un second tour
et que quand ça se passe en Afrique, on n'en parle pas assez. Et donc, je suis heureux que cette semaine, on ait mis au programme ce genre de choses. La deuxième chose, c'est que le Sénégal, c'est comme toutes les démocraties naissantes, il va y avoir des tractations de couloirs, d'arrière-boutique, etc. Bon, je crois que le président est, excusez-moi du mot, mal barré, et c'est ce que lui avaient dit ses amis. Je pense qu'il a eu un péché d'ambition, un défi personnel peut-être contre l'âge, contre le temps qui passe, contre je ne sais quoi, et qu'il n'aurait pas dû se présenter. D'autant plus que celui qui va gagner, c'est celui qui l'a formé, c'est son poulain, c'est son quasi-fils spirituel, c'est un membre de la mouvance libérale. Donc il y a une certaine frustration aussi dans les partis qui voulaient une vraie alternance. Ils disent bon, c'est pas tout à fait une alternance, c'est un libéral qui remplace un libéral, c'est le poulain de Wade qui remplace, comme ils disent, le Gorgui, le vieux. Donc, mais il y a un exercice quand même de démocratie que je trouve extrêmement rassurant. On peut dire que les élections se sont plutôt bien passées. On est à mi-parcours, donc on va voir, parce que ça va jusqu'à durcir présent, un petit en tout peu. cas. Mais Éric Brunet, il aurait dû tirer sa révérence à Abdoulaye Wade. Il y a un côté un peu triste. On a vu cette semaine les images, cet homme quand même qui était très fatigué, le visage fermé. Il a été longtemps opposant. Il aurait pu sortir par la grande porte. Voilà, par la grande porte. Est-ce que... Il n'est pas passé à côté de cette... Ça, c'est un choix politique. Après, c'est très subjectif. Bon, moi, je l'ai vu faire des allocutions en direct à la télévision d'1 heure il y a quelques mois. Il est plutôt en forme, hein. Bon, mais je me réjouis d'une chose, c'est que vraiment la démocratie semble être installée de façon... Il y a beaucoup de libelles d'opinion, ce qui est extrêmement touchant au niveau du peuple sénégalais, c'est cet amour de l'opinion, des idées. Il y a beaucoup de fractions socialistes à droite, des libéraux, et moi j'aime quand jaillit l'opinion, parce que là où jaillit l'opinion, jaillit la démocratie. Alors oui, c'est vrai. Bon, alors, tout le monde dit, il avait prévu de faire plus de 50% au premier tour, oui, mais enfin, c'était une rodomontade. Je pense pas. Bon, enfin, moi, je serais dans le camp de Wade, je me réjouirais de 35% au premier tour avec un second Macky Sall qui lui ressemble un peu, hein, sur le plan politique, qui n'est qu'à 26% derrière. Je ne suis pas certain que je sois perdu pour lui. Il a considérablement travaillé le peuple sénégalais depuis des années. Il a mis sur pied des infrastructures avec des chefs tribaux, pourrait-on dire, qui lui sont extrêmement fidèles, et donc il a été assez malin. Ouais, je suis pas certain qu'il ait perdu. Et par ailleurs, hein, encore une fois, moi je me réjouis du fait qu'il y a un second tour. Il va y avoir un véritable enjeu démocratique, des mobilisations nouvelles, des gens qui vont s'allier, et c'est formidable de voir ça en Afrique. Voilà, parce qu'on nous l'a décrit un peu comme le Pinochet de la OF. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les journalistes se roulaient par terre, on se pinçait le nez, on disait mais si, souvenez-vous. C'est le polémiste en action. Non, mais souvenez-vous. On nous problème. parlait de Wade comme vraiment d'un tricheur épouvantable. Il n'a pas triché. Il y a un problème quand même, c'est qu'il y a sur le fond une décision constitutionnelle qui est extrêmement complexe, et que c'est clair que le président Wade a joué une carte assez personnelle qui était à la limite de la bordure de ce qui était acceptable, et qu'on a eu beaucoup de chance que ça se passe au Sénégal. Mais quand vous écoutez les slogans, c'est des slogans d'inspiration révolutionnaire arabe. Le dégage de la Tunisie est arrivé à Dakar. Ce que disent les gosses de Dakar, ce que dit le populo de Dakar, c'est dégage à Wade, non pas parce que c'est, comme vous dites, le Pinochet de la OF, c'est parce que justement il y a cette sensation qu'on triche avec les règles, et qu'on est à la bordure de quelque chose qui pourrait basculer vers un retour de l'autoritarisme. On disait pratiquement hier soir la même chose à Nicolas Sarkozy au Pays Basque. C'est dans le jeu démocratique. Maintenant, s'il gagne, je veux dire, à la limite, personne. Enfin, je veux dire, c'est le jeu, mais je pense que c'est très important pour ces jeunes élites africaines que la règle du jeu démocratique, elle soit respectée, et que l'alternance se fasse aussi, parce que ça compte. La démocratie sans alternance, sans l'alternance des têtes au pouvoir, c'est pas la démocratie. C'est juste une reconduction du CDI ad vitam aeternam du chef de l'État. Alors on va en parler justement de la campagne présidentielle en France, qui a été marquée cette semaine par une proposition choc de François Hollande, taxée à 75% ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Je vous propose ensuite d'écouter le candidat socialiste à la présidentielle. J'en fais ici l'annonce que pour au-dessus de 1 million d'euros par mois, eh bien, le taux d'imposition devrait être de 75%. Parce que ce n'est pas possible d'avoir ces niveaux de revenus. C'est 1 million d'euros par an par rapport à cette imposition de 75%. Et donc à peu près 100 000 euros par mois et 1 million d'euros par an.
Et écoutez maintenant la réponse de Nicolas Sarkozy. C'était jeudi chez nos confrères de France Inter. Pour le candidat UMP, eh bien, les très riches n'ont plus aucun intérêt à rester en France avec une telle proposition si elle est mise en œuvre. D'abord, ce n'est pas 75%. Puisque, comme vous le savez, il y a 8% de CSG. Donc j'imagine que M. François Hollande, dans sa générosité bien connue, ne va pas exonérer de 8% de CSG. Donc sa proposition, ce n'est pas 75%, c'est 75 plus 8, c'est 83%. La question que je pose, y a-t-il un pays dans le monde, un seul, où il existe une taxation à 83%? Est-ce qu'il vaut mieux que tous ces gens qui ont de l'argent payent 53% d'impôts et restent en France, ou payent en théorie 83% et s'en vont? Éric Brunet, l'été dernier, il y a plusieurs milliardaires qui ont demandé à être taxés plus. Ils ont signé une lettre. Oui, aux États-Unis, mais en France aussi, certains ont dit faites-nous payer plus. Ils doivent être assez contents là maintenant. Oui, assez contents. Là c'est beaucoup plus. Parce que sur le plan de la fiscalité, il me semble que le maxima aujourd'hui, c'est 59% dans un pays scandinave. La 75 plus la CSG, ça fait 83. C'est sur le million supplémentaire. Sur 1 million, le riche garderait 150 000 euros. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais non. Vous savez, c'est facile. Alors, il a eu, et vous en êtes le témoin vivant, il a eu raison, Hollande, de placer le débat sur ce territoire-là. Parce que, bon, moi je trouve que c'est du poujadisme de gauche, c'est facile, c'est inique et c'est absurde. Jamais, on ne peut pas faire ça. Mais bon, finalement, quand vous réfléchissez, les discussions de comptoir, finalement, qui vont naître de cette polémique, eh bien, ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à ce que vous dites. Beaucoup de gens vont dire, ah ben oui, finalement, ils ont suffisamment d'argent comme ça, eh ben, il a raison, Hollande, voilà. Donc c'est assez malin, finalement, et Sarkozy est tombé dans le piège. Parce qu'en répondant sur France Inter, vous venez de le montrer, il vient de mettre son grain de sable dans le débat. Non, moi je trouve que c'est une absurdité dingue, tout simplement parce que on a un pays qui a du mal avec les questions d'argent. Hein. Moi j'ai un bac plus 6, on m'a jamais dit, Eric, en faculté, la plus belle chose que tu puisses faire, c'est créer une entreprise, générer de la croissance, générer de la richesse. Moi jamais. J'étais fait pour être prof, vous voyez, comme tout le monde, comme tous les étudiants français. Bon, et alors si les 3 ou 4 000 Français qui sont dans l'excellence, les riches, c'est-à-dire les grands champions, les grands créateurs d'entreprises, les patrons de boîtes du CAC 40. Si on est en train de leur dire, bon, baissez le pied, les amis, baissez le pied, ne cherchez pas le dépassement de vous-même, je veux dire, on rentre dans une logique, dans un double discours, moi, qui me gêne éminemment. Et je pense que je ne pense pas une seconde que François Hollande, sur cette question-là, soit honnête. Et le deuxième truc, quand même, c'est qu'il fait quelque chose que je trouve un tout petit peu nauséabond. Parce qu'on parle tout le temps de Sarkozy comme du président qui divise, qui veut rien dire. Alors c'est la taxe subjective qui divise quoi? Il y avait toujours une gauche et une droite, il y a toujours eu des syndicats et des patrons, hein, c'est pas Sarkozy qui divise. Celui qui divise, c'est celui qui fait cette espèce de racisme fiscal ou social qui est insupportable. Il a dit « j'aime pas les riches », souvenez-vous, la campagne précédente d'avant, François Hollande. Et remplacez le mot riche par celui que vous voudrez, j'aime pas les... Enfin, je trouve ça assez nauséabond, les riches qui paient leurs impôts, qui créent des entreprises à Dunkerque ou à Avignon, ils sont éminemment respectables, ils sont constitutifs de l'équation nationale. Oui, mais finalement, est-ce qu'en période de crise, j'essaie de vous dire... en période de crise, alors qu'il y a beaucoup de chômage en France, etc., est-ce mais que finalement, on fait pas il faut 75 plus 8%, d'ailleurs, c'est pas très maîtrisé parce qu'il a dit, oui, mais finalement, effectivement, 75%, a dit Hollande, c'est beaucoup, donc la CSG, finalement, je la rajouterai pas. Bon, c'est une rodomontade, encore une fois, mais je trouve ça un tout petit peu, franchement, un peu pitoyable. Il est dans son rôle. On va pas quand même reprocher au candidat de gauche. Bon, après, il y va peut-être un peu fort, mais son adversaire aussi, il va un petit peu fort dans les promesses et les déclarations, etc. Ce que je trouve un petit peu dommage sur le fond, c'est qu'encore une fois, on est dans une campagne très tactique où celui qui dirige l'agenda, c'est celui qui va balancer le truc le plus énorme dans la journée, qui va être repris en boucle. Mais d'ailleurs, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Il dit François Hollande est indépassable dans les oui, enfin, dans il les formules. exagère parce que les formules, lui aussi. Enfin, je veux pas rappeler, par exemple, les âneries du président sortant sur la femme de François Hollande. Enfin, je veux dire, on est quand même à un niveau qui est au ras des pâquerettes en ce moment, mais parce qu'il y a beaucoup de désespoir d'un côté sur le plan des chiffres électoraux, et je pense aussi que du côté de la gauche, il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'on voit une espèce de victoire se profiler avec zéro idée réelle sur le fond de comment sortir ce pays de la crise. Donc ça se ressent, c'est un peu, j'allais dire, psychanalytique. On sent une campagne un petit peu qui part un peu dans tous les sens. Marc Kravetz, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette proposition de François Hollande? Vous l'avez trouvée sérieuse? Probablement non, mais n'étant pas joueur de foot, je ne suis pas totalement concerné.
Mais je juste fais une très courte remarque qui prolonge votre débat, mais qui est en marge de votre question. Par rapport à tout ce dont on a parlé avant, on aurait pu d'ailleurs aborder d'autres sujets de ce genre, c'est quand même... Alors je sais bien que c'est pas un sujet très grand, ce sont pas des sujets entre guillemets très grand public, mais une campagne présidentielle en France en ce moment où aucun des sujets qu'on aborde ici n'est même suggéré. On entend, alors le président va à Villacoublay, très bien, c'est très gentil de sa part pour accueillir une journaliste, deux journalistes blessés, bravo, merci. C'était pas franchement nécessaire, et hors de la campagne, ça n'aurait pas eu lieu comme ça. Et donc, quelle sera la politique de la France à l'égard de tout ça? Quelle proposition? Pourquoi faire? Ou avec qui? Non, ça, l'international a été totalement zappé. Ça, c'est impressionnant. Le monde extérieur n'existe plus. On est dans la discussion gauloise. Il existe une Europe qui, pour une fois, s'est réunie hors d'un sommet de crise. Bravo. Jean-Pierre Perrin. Oui, je trouve que c'est navrant l'absence du débat de politique internationale dans la campagne. On a l'impression que c'est une campagne uniquement pour l'Hexagone, un peu pour l'Europe évidemment parce que la crise est là, mais sinon l'Europe on l'aurait aussi un peu... Mais ça n'intéresse peut-être pas les Français non plus. Sans doute, sans doute, mais ça n'intéresse peut-être pas les Français, mais ça engage la France quand même. Et c'est quand même, on élit un président dont la tâche numéro 1, justement, sera de représenter la France dans toutes les instances internationales, sur tous les grands conflits, sur toutes les grandes crises. Et alors, et puis, quand je regarde certaines propositions, l'Afghanistan, par exemple, qui est un sujet quand même dominant parce que la France y est engagée, je regarde les propositions de Hollande d'un retrait comme ça, je suis complètement atterré. Non pas qu'il fasse pas... Non, il est nécessaire ce retrait, évidemment. La situation est intenable. Mais pas en donnant l'impression de se tirer à toute vitesse et de donner carte blanche aux talibans. Or, là, je suis absolument atterré. Bon, j'en aurais autant avec la droite. Hein, je ne sais pas si ça n'intéresse pas les Français, mais si on regardait en pourcentage, à mon avis, il y a quand même un peu plus de Français que ça intéresserait que de Français qui gagnent plus d'1 million par mois. Un peu plus d'1 million par an, pardon. Donc... Vous êtes d'accord avec ça, Éric Brunet? Oui, mais je vais vous dire, je ne vais pas être indulgent. D'abord, je pense qu'on a la classe politique qu'on mérite et que finalement, ils sont un peu, c'est le clientélisme, tous ces politiques, tous sont à la remorque de ce que nous pensons. Et c'est-à-dire, c'est très amusant quand on regarde le sujet de la dette dont tout le monde parle là depuis à peu près 12 mois, 15 mois. Dans une interview, vous auriez eu ici un politique il y a 2 ou 3 ans, il aurait zappé ce sujet parce qu'il n'était pas essentiel, il n'était pas constitutif de l'imaginaire français à ce moment-là. On s'en foutait de la dette. Et il en va de la même... L'international, c'est à peu près la même chose, quoi. Les politiques ont pris la mesure d'une chose, c'est que le peuple français pense que bon, la Syrie c'est une bien épouvantable tragédie, mais c'est assez loin, donc on construit pas des arguties politiques là-dessus. Et donc, à mon avis, c'est l'explication. Hein. C'est pour ça qu'on parle pas tellement d'international aujourd'hui dans la campagne. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de France 24. Éric Brunet, je rappelle votre dernier livre, Pourquoi Sarko va gagner, c'est aux éditions Albin Michel. Merci Jean-Pierre Perrin, merci à Marc Ravette et à Ziad Limam. Je vous retrouve lundi 19h10 pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée.